Je sais pas si ça va buzzer ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir si Macron est le meilleur président du CAC 40. Et puis on étudiera aussi tous les scénarios suite aux élections et tous les scénarios qui peuvent se passer sur les marchés financiers par rapport aux résultats des élections qui vont venir. Ce sera tout le sujet de cette vidéo. Et puis on aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices qui ont fortement bougé cette semaine. Et puis on terminera avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, ainsi que les pépites et le plan de trading. Voilà, c'est le programme du 49e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et là, il y a du contrôle à reprendre. On va voir si aujourd'hui, si tout simplement, si Macron est le meilleur des présidents concernant le CAC 40. Alors on va casser certainement quelques idées reçues et on fera une comparaison de tous les présidents, alors depuis que le CAC 40 existe, on va dire depuis François Mitterrand en gros, puisque avant ça n'existait pas. Vous allez voir que les performances des différents présidents avec la bourse, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Et ce sera très intéressant de voir qui a été aussi le pire. Vous verrez que c'est très très surprenant. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, il y a une bonne raison pour que ce soit celui-ci. Voilà, ce sera le titre du jour, mais on ira un peu plus loin. On étudiera aussi tous les scénarios qui peuvent se passer suite aux élections législatives du début du mois de juillet. On verra quels sont les scénarios qu'on peut établir selon les résultats qu'il y aura. Et vous verrez que ça peut tanguer très fort sur les marchés, donc il faudra faire très attention sur cette partie de l'année boursière. C'est à la suite qu'on enchaînera avec la macroéconomie. Macroéconomie où il s'est passé quelques petites choses qui me paraissent quand même assez importantes, c'est que l'inflation est en train de s'effondrer. L'inflation est en train de s'effondrer, on est même en déflation sur certains indicateurs, donc c'était un scénario que j'avais émis il y a assez longtemps, mais qui finalement est en train de se réaliser. On verra jusqu'où ça peut aller et les conséquences que ça peut avoir à long terme sur nos économies. C'est là qu'on enchaînera immédiatement avec les indices qui bougent énormément à cause de la politique. Alors vous verrez que c'est pas partout dans le monde comme ça. C'est alors qu'on enchaînera avec la partie qui vous intéresse le plus, c'est l'étude des valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on terminera la vidéo avec les pépites ainsi que le plan de trading. Vous verrez que c'est un petit peu particulier cette semaine par rapport à cela. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et pour compléter cette information, n'hésitez surtout pas à aller sur le site fondamentalement-bourse.com qui vient d'être créé. Alors sur Google, vous le trouverez pas parce que le moteur de recherche le connaît pas encore. Et vous avez le blog de Ricardo qui est actif avec des articles très intéressants, notamment un sur les brokers. Et puis je vous mets ici la progression du portefeuille long terme de Dynamic Invest qui est toujours au plus haut historique. On a même eu le culot de faire un autre plus haut historique dans la semaine malgré toute la chute des marchés et notamment en France, et ça c'est ce qui prouve quand même la résistance de ce portefeuille et tout l'intérêt de ce que je fais sur les marchés. Alors voilà, on va tâcher d'agir de telle manière à pas non plus que ça retombe si par hasard ça repartait à la baisse. Vous inquiétez pas, 52% de progression sur les valeurs en cours actuelles qui sont toujours dans le portefeuille, de progression moyenne, c'est quand même assez impressionnant, et c'est monté à 55, donc vous voyez, ça n'a pas vraiment bougé dans la semaine. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est la résilience de ce portefeuille avec des valeurs exceptionnelles et toutes européennes. Voilà, maintenant que j'ai expliqué un petit peu ce que je fais, on va passer à ce fameux sujet. Est-ce que Macron est le roi du CAC 40? Est-ce que c'est le meilleur président sur le CAC 40? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et puis on fera aussi un point sur les scénarios, sur les élections. Qu'est-ce qu'on va avoir, comment on va envisager les choses concernant les élections et la réaction des marchés boursiers par rapport à ça. Et on va commencer par sélectionner l'indice qui va nous permettre de faire ces évaluations et l'indice qui est le plus adéquat, mais aussi par rapport à la population générale de ce qu'on leur raconte sur toutes les trucs qui sont vraiment pas cohérents sur le CAC 40. Ce qui est important, c'est pas le CAC 40 lui-même, c'est le CAC 40 GR.
le CAC 40 GR réintègre les dividendes, c'est-à-dire qu'il cumule le cours de bourse de l'action plus les dividendes qui ont été versés tout au long de l'histoire de la valeur. Et à partir de ce moment-là, on combine l'ensemble des 40 valeurs du CAC 40. Alors ça change parfois, il y a des arbitrages faits assez régulièrement, tous les ans, enfin tous les trimestres je crois. Mais c'est pas à chaque trimestre que ça se réalise vraiment. Et on accumule les positions fur et à mesure du temps, et vous pouvez répliquer à travers des ETF ce que fait le CAC 40 de telle manière à profiter de l'économie française. Je vais quand même commencer par vous dire une chose, un chiffre absolument inconnu et qui va peut-être un peu faire taire certaines personnes qui accusent toujours le même, c'est le président, mais enfin bon, il a été élu pour ça, enfin c'est pas non plus le fou du roi, à un moment donné il faut aussi respecter les gens, mais ce qui est sûr c'est que le CAC 40 représente des entreprises internationales. Et quand on reproche au CAC 40 de verser des dividendes énormes, faut savoir quand même que l'activité moyenne des valeurs du CAC 40 en termes d'activité, en termes de région du monde, c'est 83% de mémoire, 83% du chiffre d'affaires de ces entreprises est fait à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a 83% de ces bénéfices et donc 83% des dividendes versés qui viennent de l'étranger. Merci les Chinois d'acheter des sacs Louis Vuitton ou à d'autres de consommer des services que nous proposons à travers toutes les sociétés et toutes nos grandes entreprises françaises. Donc à partir de ce moment-là, il y a quand même déjà un tabou à faire sauter, c'est que c'est de l'argent qui arrive de l'extérieur, c'est des gens qui aiment la France et qui l'achètent à travers tout ce que l'on fait. Je pense à différentes sociétés, mais bon, on va pas les énumérer, c'est pas l'objet du jour. Et il se trouve que le CAC 40 GR combine tout ça, ce qui fait qu'il est très haussier sur le long terme, comme peut être le DAX en Allemagne, qui est à peu près son équivalent, ou les indices américains type le Dow Jones. Et on va regarder, si vous voulez bien, puisque le CAC 40 a été créé lui-même en 1987 de mémoire, juste après le crack de 1987 ou juste avant, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on peut commencer à regarder les choses sur François Mitterrand, sur le deuxième mandat de François Mitterrand, mais pas avant, puisque en 1981, le CAC 40 n'existait pas, donc j'ai pas d'historique. Alors on aurait pu créer une sorte d'indice synthétique, mais bon, je l'ai pas trouvé, donc à partir de ce moment-là, on va partir sur Mitterrand, vous allez voir que c'est très intéressant. On va partir sur l'idée aussi, qui je pense est reçue d'à peu près tous, c'est que plus on est à droite, plus on est pro-business, et plus on est à gauche, plus on est anti-business, donc on va constater normalement, évidemment, les gens qui ont été plutôt à gauche dans les gouvernements, enfin, ou présidents, sont plutôt des gens qui ont tiré le CAC 40 vers le bas, ou moins monté, et puis les gens qui sont plutôt à droite, qui sont plutôt des gens pro-business, est-ce qu'ils ont plutôt tiré vers le haut le CAC 40 ? Vous allez voir que les idées préconçues sont absolument impressionnantes. Et puis on verra si Emmanuel Macron est le meilleur, puisque c'est un salaud de banquier. On verra bien s'il est vraiment une personne si forte entre guillemets dans les marchés financiers. Et vous allez voir que ça va être assez intéressant d'en tirer les conclusions. Alors le premier mandat donc que je vous disais, c'est celui de François Mitterrand. Alors on commence plus ou moins. Alors j'ai pris la fin du mois de mai de 1988. C'est son deuxième mandat. Il est réélu et il fait une progression jusqu'à son départ. Il fait une progression de 92,4% en globalité. Sachant qu'il y a Édouard Balladur qui fait une cohabitation, donc c'est un gouvernement plutôt de droite, et qui arrive à peu près à ce moment-ci, sachez qu'il fait 1% entre son arrivée et son départ. Donc à vrai dire, déjà, nous avons un homme de gauche qui a fait 92% en cette année, et il y a juste 1%, donc quasiment rien de cette évolution qui est sous un gouvernement de droite, c'était le gouvernement Balladur. Donc déjà là, ça casse tout, c'est François Mitterrand le meilleur. Oui, enfin, j'ai pas d'historique avant, on va voir s'il a été battu dans le futur, sachant que c'est Jacques Chirac qui prend la suite de François Mitterrand. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ça se passe juste ici. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Et donc, ce deuxième mandat que compare, c'est donc l'arrivée de Jacques Chirac. Il a fait 166, presque 167% de progression sur son septennat, puisque c'était cette année. Mais je vous ai mis en orangé la partie qui concerne Lionel Jospin, puisqu'il y a eu une cohabitation de gauche. Et à vrai dire, et vous voyez, je vous épargne le haut là, mais ça a monté très 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 fort. Et puis après, il y a eu la baisse je dirais, la bulle Internet, qui était pas spécialement du gouvernement entre nous, mais il a fini à plus 82%, notre ami Jospin. Et finalement, quand vous regardez bien, il a fait l'essentiel de la hausse, alors que Jacques Chirac, il est un peu responsable du début, puis après, beaucoup moins. Il y a que les vieux comme moi qui se rappellent, mais c'était vraiment de gauche, et c'était pas du tout du Chirac, et encore moins un gouvernement de droite. Voilà, donc c'est encore une fois notre ressenti sur la chose est particulièrement biaisé
par finalement ce qui s'est passé au niveau politique. Allez, on va enchaîner avec le deuxième mandat de Chirac, et on va aller voir ce que ça a donné. Et le deuxième mandat de Chirac est non pas de 7 ans, mais de 5 années, donc il fait de 2002 à 2007, et il fait plus 66%, donc bah voilà, il a pas battu du tout ce qui s'est passé avec François Mitterrand. Je rappelle qu'il est pas loin, il a 92%, et Jacques Chirac ne fait pas du tout une superbe, je dirais, remontée. Pourtant, vous allez voir que ici, on est en 2007, et ceux qui savent et qui se rappellent savent très bien ce qui s'est passé après en 2007, et c'est le haut du marché. Jacques Chirac s'en va vraiment au beau moment par rapport à ça, parce que la suite est assez impressionnante, et vous allez voir que le suivant des présidents, certainement le plus à droite de tous ceux qu'on a eu depuis François Mitterrand, il n'a pas du tout fait la bonne pioche, puisque vous allez voir que sa performance, elle est catastrophique. Et donc la voici, c'est Nicolas Sarkozy, donc voilà, vous avez reconnu, et sur 5 années, le pauvre, le pauvre, il a récupéré la crise financière, la pire de toutes. On peut dire ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy. C'est une personne qui était pas très agréable. Enfin, moi, je trouvais pas très agréable, humainement parlant. Mais par contre, c'était quelqu'un qui a affronté la pire crise économique qui soit, la crise financière de 2008. C'est un truc de fou. Et il a pas eu de chance, quoi. On va dire qu'il a pas eu de chance, hormis la vie politique de chacun. On n'a pas d'avis sur cette chaîne. C'est juste l'idée de faire voir que voilà le plus malchanceux en bourse, c'était Nicolas Sarkozy, moins 39%, c'est-à-dire quasiment divisé par 2, et je rappelle qu'il y a les dividendes qui sont dedans. Donc pour un homme de droite, c'est quand même un sacré affront. On va voir la suite, puisque après Sarkozy, c'est un homme de gauche qui prend la suite, et c'est François Hollande. Et devinez quoi, François Hollande bat tous les records. François Hollande fait 108% pendant son mandat de 5 ans. François Hollande est le meilleur, même meilleur que François Mitterrand, et il bénéficie d'un marché haussier extraordinaire, alors qu'on peut pas dire du tout qu'il soit pro-business. En tout cas, c'est pas ce qu'il a fait ressentir, et c'est pas du tout ce qui s'est passé sur les marchés financiers, comme quoi on va commencer à tirer des conclusions sur l'histoire. Les hommes de gauche ont l'air d'être beaucoup plus intéressants sur la bourse que nos hommes de droite, et ça commence à peser lourd dans la balance. Vous allez voir que quand on fait la conclusion globale, vous allez voir que ça commence à devenir assez impressionnant. Allez, on enchaîne avec notre Emmanuel Macron, voir s'il a battu, lui, homme banquier, homme d'affaires, etc. Est-ce qu'il est meilleur que nos amis précédents? On va le voir tout de suite. Eh bien écoutez, voici le résultat, il est à 41%, donc c'est beaucoup moins bien. Alors on peut toujours lui attribuer le fait qu'il a pris le crack du Covid en pleine face, mais ça a monté très très fort aussi ici. Et voilà, Emmanuel Macron est très éloigné d'être le meilleur des présidents, puisque si vous remarquez, c'est même un des pires, hormis Nicolas Sarkozy, c'est un des pires. Alors chacun pensera ce qu'il veut, s'il est de droite ou s'il est de gauche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre ami Emmanuel Macron n'est en aucun cas le meilleur, et c'est peut-être même un des pires. Enfin, en tout cas, c'est juste après Nicolas Sarkozy. Vous allez voir que finalement, c'est un des pires. Allez, on continue. On va voir ce qu'il est en train de faire sur ce mandat actuel. On va voir s'il a rattrapé son coup immédiatement. Voilà, donc au moment où je vous parle, c'est à plus 23%, mais comme vous le voyez, en ce moment, c'est en train de baisser très fort avec évidemment les élections. On verra bien si à un moment donné, il fait une cohabitation. Ce que ça donne dans le futur sera intéressant de le faire dans 2-3 ans, de faire la suite des événements. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron n'est pas bon. Et si par hasard, il devait devenir le meilleur, je me suis dit, tiens, je vais essayer de vous faire voir ce que ça donnerait si dans 3 ans, il devenait aussi performant que ce qui s'est passé chez le meilleur des présidents, puisque en gros, c'est la mandature de Jacques Chirac qui a été la meilleure. Allez, on va agrandir, on va dézoomer, on va regarder ça sur longue période. Vous allez voir que pour qu'il fasse la même chose, c'est assez impressionnant. Voilà, donc voici l'ensemble de la progression du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, qu'on soit très clair. Et donc notre Emmanuel Macron est ici, et on va essayer de voir s'il devait faire 166% comme le mandat de Jacques Chirac. Bon, avec Lionel Jospin dedans, mais comme il va cohabiter, qui sait, on sait jamais. C'est pas peut-être cohabiter, on ne sait pas, on verra bien. Est-ce qu'il va faire 166%? Je vais vous faire voir ce que ça donne pour que ça donne 166%, parce que j'ai fait un calcul très rapide, c'est assez impressionnant. J'ai comme un doute qu'il puisse le faire. Allez, on va écraser le graphe pour vous faire voir ce que ça va donner. Allez, on prend le petit onglet et on attend de trouver 166%. On monte. Alors là, on est, je répète là, on est à 23 000, on monte à 30, 35, 40 000, 45 000. On n'y est toujours pas. 50 000. Il faudrait que le CAC 40 GR à l'horizon 2027, alors je m'y mets à peu près, voilà, comme ça. Donc vous avez vu, c'est quand même assez proche. Il faudrait que le CAC 40 fasse une progression de 23 000 à 50 000. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il fasse plus que x2 dans les 3 années qui viennent. En gros, Emmanuel Macron
est très très loin d'être le meilleur des présidents. C'est pas du tout le roi du CAC 40, en aucun cas. C'était un certain Jacques Chirac avec Lionel Jospin, comme quoi finalement quand on fait une cohabitation, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui puisse arriver. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer sur les marchés, de ce que estiment les marchés, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que l'histoire nous apporte une chose, c'est que il y a pas de relation entre les gens entre guillemets pro-business et les entre guillemets un peu moins pro-business. Alors dire, il y a beaucoup des événements de la macroéconomie, mais aussi la santé des entreprises et comment on aide des entreprises à se développer, qui permet de voir que ça dépend d'autre chose que la couleur du gouvernement. Il y a beaucoup de critères qui sont importants sur le sujet. Il y a les choix industriels, il y a beaucoup de choses qui dépassent un petit peu juste le cadre d'un simple président et d'une simple étiquette politique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie de la vidéo. On va enchaîner tout de suite avec mon sentiment sur ce qui se passe et sur les scénarios qu'on va faire avec les élections. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa de faire cette comparaison et de conclure que Manu, t'as encore du boulot. Alors pour moi, il y a quatre scénarios différents qui peuvent se réaliser pendant ces élections. Alors je rappelle un peu le contexte pour juste signifier les choses. On est juste après les élections européennes. On a on va appeler ça l'extrême droite ou la droite brune comme vous voulez, qui a gagné les élections, enfin qui a un certain pourcentage de votants qui ont voté pour eux. Et on se retrouve face à, un positionnement au moment où je parle. Alors évidemment, c'est au moment où je parle, ça peut bouger encore, mais globalement, il y aurait trois blocs qui seraient en place. Un du centre au milieu, autour de Emmanuel Macron, un de gauche et un d'extrême droite, droite brune, les droites, on va appeler ça les droites, comme ça il n'y aura pas de tergiversation. Et donc on a plusieurs scénarios qui se présentent à nous, de potentialités diverses et variées de ce qui va se passer. Savoir que le marché, lui, considère non pas que les élections européennes sont un problème pour la France, puisque c'est en train de s'étaler sur toute l'Europe, mais ça a été vraiment un choc franco-français. Et à partir de ce moment-là, la notion de surprise et de peur a pris en main les marchés de manière, je pense un petit peu sans modération, mais ça c'est les marchés, ils sont comme ça. Et l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui va sortir des élections législatives. Alors s'il y a des gens qui sont plutôt suisses, belges ou canadiens, je sais que vous me suivez un petit peu partout dans le monde, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais en gros, les élections législatives décident d'un gouvernement. Et le gouvernement, c'est le numéro 2, entre guillemets, par rapport au président, mais c'est le président qui valide beaucoup de choses. C'est lui qui fait les décrets d'application, notamment. C'est lui qui a tout le contrôle. C'est pas vraiment très parlementaire, la France, qu'on soit très clair. C'est le pouvoir est plutôt dans les mains du président. Mais ceci étant dit, un gouvernement dit des droites, on va dire, ou d'extrême droite ou marron, c'est un choc, je dirais, psychologique pour l'ensemble, je dirais, de la planète. La France, c'est le pays des droits de l'homme, etc. Blablabla. Et on se retrouve dans une situation où on va avoir plusieurs possibilités pour le président, sachant que j'ai mon avis sur ce qu'il pourrait faire. Il y a des choses moins probables qu'il pourrait faire, mais on va commencer par énumérer celles qui sont moins probables, mais qui sont potentielles. Donc à partir de ce moment-là, il faut les considérer, il faut les regarder, il faut les évaluer de telle manière à ce que on l'ait dans le spectre de ce qui peut se passer. C'est comme ça qu'on va tirer des conclusions et qu'on va donner une probabilité de ce qui va se passer sur les marchés et donc agir sur ces portefeuilles boursiers de telle manière à ne pas être surpris. Alors le premier scénario que j'ai retenu, c'est un scénario qui est très peu probable, mais il faut quand même l'entendre, c'est la victoire de la gauche. Le groupe parlementaire gauche soit plus important que les autres. Alors, c'est pas du tout ce que les sondages, au moment où je vous parle, a tendance à faire, mais ça c'est une possibilité qui pourrait arriver, qui pourrait réarriver un jour, qu'on soit très clair. Et j'ai souvenir, et j'étais pas gros, mais je m'en rappelle, j'avais 9 ans, et suite à 1980, à l'élection de Mitterrand, qui a été une surprise, Giscard d'Estaing est sorti du pouvoir, et c'était pas vraiment attendu. À partir de ce moment-là, il y a eu un krach boursier de la bourse française, qui s'est repris assez rapidement, on l'a vu dans la partie précédente, mais ce qui est important à entendre, c'est que il y a une surprise, il y a je dirais un moment de peur qui s'est mis en place en 1981, et si la gauche, celle de Mélenchon, qui est quand même hyper agressive vis-à-vis du monde du business, clairement c'est krach krach boursier avec une ampleur importante, pas 5%, pas 10%, là ça va les chercher. Alors je peux pas vous dire à l'avance, j'en sais strictement rien, mais d'une manière très violente qui fera que vous aurez une situation assez compliquée et très rapidement, rassurez-vous, on a déjà eu le cas il y a pas longtemps en Grèce où les communistes sont arrivés au pouvoir et finalement il a pas du tout appliqué, c'est Tsipras il s'appelait, il a pas du tout appliqué une politique communiste, il a essayé de sauver les meubles, il s'est plutôt bien débrouillé d'ailleurs.
en restant capitaliste, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, Mélenchon, ça brasse du vent, entre guillemets, par rapport à ce qu'il voudrait et ce qu'il ferait s'il était au gouvernement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un scénario où il y a un crack immédiat et qui donne des opportunités très intéressantes dans le futur pour ceux qui ont le cœur bien accroché, puis qui sont aussi avec du cash dans leur portefeuille. Donc voilà pour le premier scénario, on va passer au deuxième qui me paraît déjà un peu plus possible, mais qui n'est pas non plus d'une probabilité importante. Alors ce deuxième scénario là, je pense aussi qu'il est assez difficile à croire, mais bon, vous savez les politiques des fois, il y a des accoquinements qui étaient impossibles fut un temps, puis qui se font finalement. Ce serait, pourquoi pas, si Emmanuel Macron se rappelle qu'il était un petit peu au Parti Socialiste, peut-être pourquoi pas, à un moment donné, l'union je dirais, des gens qui ne sont pas des droites, des droites dites non parlementaires, et donc que l'ensemble se réunisse entre la gauche et le centre, ce que j'appelais le centre, en tout cas tout ce qui est Macron et compagnie, ce qui fait que vous auriez une coalition qui, elle, aurait quasiment sûr la majorité au Parlement, et donc il y aurait un gouvernement avec certainement la nomination de quelqu'un plutôt de gauche, de telle manière à rééquilibrer, ce qui fait que notre Manu aurait été avec des premiers ministres plutôt de droite, puis ensuite plutôt de gauche. Bon, bref, chacun pense ce qu'il veut, mais on peut avoir cette combinaison, ce qui fait qu'on aurait un gouvernement avec une couleur rosée, on va dire, mais qui serait pas vraiment à gauche, et qui ferait que, bon voilà, la partie des droites serait exclue du gouvernement, ce qui fait que ils auraient la majorité au Parlement. Bon, ce serait quasiment ingouvernable, parce que, à mon avis, les gens de gauche seront comme d'habitude, ils s'exciteront très rapidement, et ils sortiront parce qu'ils voudront toujours l'extrémité de ce qui est socialiste, entre guillemets, dans ce bas monde. Donc voilà, c'est un scénario qui est peu probable, mais qui fait que le marché rachèterait très fort. C'est-à-dire qu'il y aurait un sell-off, on va vendre avant, hein, qu'on soit clair, hein, juste avant les élections, on va vendre, et le fait d'avoir une bonne surprise, une moins négative, un scénario moins négatif, bah, quand c'est moins négatif, c'est qu'on remonte la pente. Hein. Quand vous coulez au fond de la piscine, si vous êtes encore en dessous l'eau, mais que vous êtes beaucoup plus près de la ligne de flottaison, bah, vous êtes remonté. Ce qui fait que acheter en bas avec un rebond technique, après on verra ce qui se passe, ça peut faire des belles plus-values pour les gens, mais bon, il faut être aussi là, très accroché, et il faudra surveiller les résultats évidemment des élections et de voir ce que disent surtout les politiques par rapport à ça. On va enchaîner avec le troisième scénario qui me paraît beaucoup plus probable, qui me paraît être le plus probable de tous, et qui fait que ce sera celui que je vais, moi, privilégier dans ce que je pense, en n'oubliant pas les autres, hein, qu'on soit très clair. Allez, on passe au troisième scénario. Alors ce troisième scénario le plus probable, c'est tout simplement qu'il y ait un équilibre entre la gauche, le centre et la droite. Alors, je schématise, hein, y a pas d'avis politique particulier sur le sujet, qui fait qu'on aurait un tiers dans l'Assemblée nationale, avec peut-être une domination légère, mais pas du tout majoritaire, allez, on va dire, je sais pas, 38%, j'en sais rien, enfin un truc comme ça, qui fait qu'ils auraient pas la majorité, mais qui seraient les plus importants, ce serait la droite, enfin les droites, l'ensemble des droites, là, les droites brunes, on va dire, qui prennent le pouvoir, mais où il n'y a pas de domination à l'Assemblée nationale, et qui prennent le pouvoir avec un gouvernement, mais où ils seraient obligés de gouverner sans avoir la majorité dans l'Assemblée nationale. À mon avis, ça fera que ce sera un gouvernement marron clair, voire beige, hein, parce que, à mon avis, c'est ingouvernable, et on se retrouvera très rapidement avec l'obligation de s'acoquiner avec les gens du centre, hein, de plus ou moins Macron, qui eux, évidemment, interdiront beaucoup de votes sur beaucoup de choses concernant ce qui est cher à la partie droite de l'hémicycle, hein, entre guillemets, hein, sur l'immigration, sur des choses sociétales, sachant qu'au niveau économique, il y a quand même des choses dites qui sont quand même assez difficiles à croire qu'elles seront appliquées, mais quel gouvernement a vraiment appliqué tout son programme, hormis François Mitterrand en 81, sachant que 2 ans après, la France faisait faillite et on se retrouvait avec une dévaluation monétaire. Donc moi je vous le dis, appliquer les programmes politiques, c'est la plus grande des catastrophes économiques qui soit. Le peu qu'on ait fait en France, ça a été comme ça. Donc voilà, une France ingouvernable où tout stagne, c'est un peu ce scénario central qui me paraît être le plus intéressant. Et du coup, on aurait la sidération légère avec un sell-off. Sell-off, c'est sell, to sell, hein, en anglais, off, hein, donc un mouvement assez violent de vente, mais très rapidement racheté, puisque finalement le scénario, le quatrième que je vais vous présenter après, ne serait pas appliqué. Du coup, on aurait une baisse, parce que les droites auraient gagné, et ensuite très rapidement on repartirait vers l'idée que c'est pas une catastrophe, puisque de toute façon ils n'ont pas vraiment le pouvoir absolu entre guillemets dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc c'est le scénario le plus intéressant, c'est un scénario qui est peut-être pas le meilleur des choses pour la France,
Ça, c'est chacun son avis sur le sujet, hein, qu'on soit très clair. Mais c'est plutôt le scénario vers lequel on irait, qui est un peu scénario central où il n'y a pas de décision. Et pour moi, quand je vois à peu près ce qui se passe, je pense que c'est à peu près ça qui va se passer. Et c'est donc un bas de marché racheté assez fort, et là il y aura des opportunités très intéressantes par rapport à ça. C'est mon scénario central. Allez, on va aller voir le quatrième, qui lui par contre sera certainement beaucoup plus violent, mais qui est à envisager. Et il faut toujours envisager l'improbable, parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné vous pouvez prendre des bonnes décisions. Et le quatrième de tous ces scénarios, c'est que les droites, on va dire l'union des droites, vous positionnez le curseur où vous voulez, hein, la droite brune on va dire, gagne. Mais gagne en ayant la majorité des sièges. C'est-à-dire qu'ils aient, je crois, c'est, je sais plus, vous retrouverez les chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de 280 à 285 sièges. Et à partir de ce moment-là, s'ils ont ce nombre de sièges-là, on va dire, allez, 300 par exemple. Là, par contre, vous avez un gouvernement mis en place avec Marine Le Pen, Bardella, je ne sais pas lequel ira. Vous avez des lois qui seront votées par l'Assemblée nationale, qui seront validées très rapidement. Sachant qu'il y a deux choses qui peuvent s'opposer à ces gouvernements qui feraient des décisions alambiquées, enfin qui plaisent pas, ou enfin bref, c'est que nous avons quand même un conseil constitutionnel qui valide, et on a aussi un président qui signe des décrets d'application. Donc un président peut parfaitement bloquer la situation. Je suis pas convaincu que nous ayons dans ce cas-là un gouvernement qui obtienne tout ce qu'il avait vendu à ses électeurs. Alors globalement, je pense que globalement c'est le scénario avec une probabilité. C'est le deuxième scénario, hein, pour moi. Hein. C'est le deuxième scénario, vraiment. Hein, je suis sérieux sur le sujet. Les deux premiers étaient vraiment beaucoup moins probables. Celui-ci est moins probable que le troisième, mais ce quatrième scénario a une probabilité quand même non négligeable. Et la conséquence sur les marchés, ce sera la sidération, évidemment, une chute. Je pense qu'il y aurait un accompagnement de l'ensemble des marchés européens, de telle manière à une peur peut-être d'une invasion, j'allais dire invasion, ouais. Comme quoi je suis voilà, mais plutôt un étalement de ce sentiment nationaliste, on va dire, pour être simple. Et ça, ce serait la première chose qui fait qu'on aurait peur que l'Europe éclate, parce que ça reste quand même des gens qui aiment pas trop l'Europe, qui aiment pas trop l'Europe dite fédérale, et sont plus pour maintenant entre guillemets pour une Europe, voilà. Et puis on aura peur pour l'euro. Très clairement, donc un décrochage monétaire à mon avis très important. Je vous le dis quand même, hein, les taux, actuellement, je fais une parenthèse sur les taux, actuellement les taux d'intérêt français ont fortement monté par rapport aux taux d'intérêt allemands et italiens, mais les Italiens ont monté un petit peu, parce que à vrai dire, tous les pays qui ont une forte dette, du coup il y a un danger, donc du coup les taux d'intérêt il y a un risque supplémentaire qui doit être pricé par le marché, et donc les taux d'intérêt ont monté, c'est eux qui parleront le plus, hein, du risque qui se passe, et on regardera dans les semaines à venir les variations de taux et l'écart avec l'Allemagne, puisque l'écart est normalement de 0,5 points entre la France et l'Allemagne, et là il est passé à 0,7, c'est assez violent, hein, c'est assez important, et il faut vraiment le considérer. Parenthèse faite sur la partie monétaire, mais c'est elle qui mène tout, hein, c'est le marché obligataire, hein, c'est beaucoup plus gros que le marché des actions. L'effondrement du marché qui aura lieu à ce moment-là sera un effondrement qui, à mon avis, mettra un peu plus de temps à se remettre, hein, qui pourrait aller plus bas, peut-être un peu plus structurellement, de telle manière à marquer un point bas, et puis rapidement on se rendra compte que ce gouvernement n'appliquera pas trop ce qu'il dit. Deuxièmement, il sera bloqué par le système institutionnel français qui est assez costaud, hein, qui peut résister à ça, hein, qui a été pensé pour ça, hein, qui est la constitution française est quand même une des plus costauds. Et si vous voulez, c'est de la politique, quoi. Et là, on va pas rentrer dedans entre le jeu de Macron qui voudrait que machin, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. L'idée, c'est le scénario boursier. Donc sur ce scénario-là, on serait bas, et on pourrait rester assez bas assez longtemps avec une fuite des investisseurs de peur, le temps de voir ce que le gouvernement fait, et puis après de voir un redémarrage beaucoup plus lent, beaucoup plus laborieux. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous en ferez, mais en tout cas c'est à peu près tout ce que je vois autour des scénarios qu'on aurait sur les élections. Donc je crois que c'est début juillet, on peut regarder les dates, hein, je crois que ça a été calé, mais je crois que c'est le deuxième tour est au début juillet. On aura des mouvements très importants à mon avis, selon des sondages qui serait bon pour tel ou tel autre scénario. Plus on irait vers le quatrième, plus je pense que ça ferait baisser les marchés de manière par avance. Plus on irait vers les scénarios, le premier et le deuxième, plus les marchés auraient tendance à rebondir. Donc voilà, on verra bien selon le comportement qu'auront aussi les politiques et les discours qu'ils auront. Mais c'est une période où j'ai envie de vous dire, il faut observer, il faut regarder, et celui qui n'est pas investi, surtout, il faut attendre.
Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-ci. J'étais plus long que d'habitude hein, sur la partie du titre de la vidéo, mais c'était pour l'intérêt du moment, hein, évidemment, et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes, et puis aussi à mettre des commentaires en étant bienveillant, et surtout pas de politique, ça m'intéresse pas du tout, et j'ai pas du tout envie que ça rentre là-dedans. Et puis on finira, si vous voulez bien, cette partie de la vidéo, en vous laissant vous abonner à la chaîne, et vous mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des futures vidéos de la chaîne. On ne fait que de la bourse ici, et on va continuer à en faire. On va attaquer tout de suite la macroéconomique parce que malgré tout, le monde continue à tourner et il y a des choses très intéressantes, notamment sur l'inflation. Moi, j'ai envie de vous dire, scénario que j'avais envisagé il y a un an et demi et il est en train de se réaliser. Allez, c'est parti, on passe sur la macro. Et donc, il se passe pas grand-chose à vrai dire. En début de semaine, ça attaque vraiment mercredi avec l'inflation américaine. Et l'inflation américaine et allemande aussi. On voit qu'on était à 0,5 en Allemagne sur la partie inflation précédemment. Hop, je remonte un petit peu, voilà. Et on tombe à 0,1, donc il y a l'inflation sur le mois de mai est quasiment à 0. Et on a les États-Unis aussi qui étaient prévus 0,3 selon l'IPC Core. Donc ça, c'est la structurelle, l'IPC global hein, ici et en annuel. Donc tout était prévu à un certain niveau et tout a été en dessous. Donc ça baisse plus vite que prévu. Voilà pour l'inflation américaine et l'Allemagne baisse très fort. On passe de 0,5 à 0,1 comme vous l'avez compris. Mais ce qui était important, c'était la décision de la Fed, qui n'est pas une décision, puisqu'on savait tous que la Fed ne baisserait pas les taux, puisque dans cette chaîne, nous le disons, et c'est mon scénario, il y a une vidéo sur mes scénarios, vous verrez que j'ai un de mes scénarios qui est la non-baisse des taux d'intérêt sur les États-Unis, et pour l'instant, on arrive à l'été, et ça sent que ce pari-là, c'est pas un pari d'ailleurs, hein, c'était un scénario. Mon scénario central c'était ça, et il est en train de se réaliser. J'avais aussi dit, on me l'a rappelé que j'avais été assez perspicace sur le fait que je voyais l'Europe baisser ses taux avant les États-Unis, ce qui est une première dans l'histoire, et je voyais le faire. Et puis voilà, ça s'est fait. C'est juste de la lecture, hein, c'est pas compliqué. Il faut juste comprendre la macro, avoir un peu de notion, et puis ça se passe très bien quand on le comprend. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la fin de semaine très rapidement. Vous allez voir qu'on va parler de macro, mais sur autre chose, vous allez voir, ça va être très intéressant. On attaque le jeudi donc avec l'inscription au chômage. Ah, attention. Ah là, ça y est, ça commence à venir. Mes abonnés sur Dynamic Invest vous diraient, ouais, non, mais Richard nous l'a dit juste avant, il a dit, ouais, j'attends une hausse, j'attends à ce que ça commence à monter. J'étais pas sûr que ce soit cette semaine. Bon, voilà, c'est cette semaine que c'est arrivé. On a une augmentation des inscriptions au chômage aux États-Unis qui passe le cap des 225, 230. On passe à 240. Bon, là, jusqu'à 250, ça va à peu près. Au-dessus, ça commencera à être compliqué. La courbe commencerait vraiment à se retourner. Donc, il faudra faire attention. Mais bon, je suis pas encore inquiet. On s'inquiétera quand il faudra l'être. On l'est sur d'autres sujets ailleurs, pour l'instant. Allez, on attaque un autre indice qui, lui, me fait dire, voilà, ça y est, on y va. Regardez bien, c'est les prix à la production. Attendez, je remonte un petit peu pour voir les derniers trucs. Les prix à la production. Donc, c'est l'inflation, mais côté production. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'IPP. On est aux États-Unis. Regardez bien, on était à 0,5, on prévoit 0,1 et on fait moins 0,2. C'est-à-dire que les prix à la production sont en déflation. Alors, je l'ai pas là, mais sachez que la Chine, c'est pareil. La Chine, c'est pareil. Sur la partie production, c'est en déflation. Bon, bah voilà, c'est simple. C'était un scénario que j'avais émis. C'était le retour de bâton de la baisse des cours des matières premières hein, qui a été fulgurant, et notamment aussi des matières premières et aussi, évidemment, du pétrole et du gaz, fait qu'à un moment donné, il devait y avoir un retournement. Je pense, et je répète que ce scénario inclut les conséquences de la chose. C'est que les Chinois ont subi ça en avance pour toutes les raisons macroéconomiques que j'ai déjà expliquées, notamment sur la chute de la population qui est pas du tout dite, mais qui est la vérité. Et l'effondrement chinois fait qu'il y a une déflation déjà existante sur les prix à la production et donc sur la vente de produits. Et on retourne vers un dumping. Le dumping, c'est quoi? C'est d'aller vendre à l'étranger des produits en perte. Et on s'en fout totalement de savoir si on gagne ou perd de l'argent. Ce qui est important, c'est d'écraser les autres. Et c'est ce qu'a fait la Chine pour devenir ce qu'il est devenu. Et ils sont en train de recommencer. Je savais pas trop, mais j'en étais à peu près convaincu. Voilà, pour moi, ils sont en train de le faire. Ce qui fait qu'on a, très simplement, aussi, comme la Chine est un très grand producteur de divers produits et notamment des produits industriels, ça s'impacte aussi sur la production des pays étrangers et on va avoir de la déflation sur la production. Moi je vous le dis, hein, ça va bientôt aller ensuite vers les consommateurs et c'est ça qui est mon scénario idéal et qui fait que j'ai envie de vous dire le sujet suivant, c'est est-ce qu'on va subir une crise déflationniste plutôt qu'autre chose. C'est quand même un sacré retour de bâton, mais moi, je vous dis, ça fait 1 an et demi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui savent très bien que je l'ai dit et que j'ai vraiment tapé sur le poing sur la table sur le sujet. On va vers de la désinflation qui sera très violente et donc, du coup, de la déflation.
Eh ben, ça commence à y ressembler. Voilà, on verra bien, mais faut que ça s'arrête. Hein. L'inflation, il en faut un peu. Et ça, c'est les exagérations sont toujours, sont mauvaises conseillères entre nous. Voilà, et puis dernière chose, ce vendredi, ce matin, donc la décision de la BOJ, la Banque du Japon, qui stabilise ses taux, alors qu'elle est en train de s'effondrer. J'ai vu ces chiffres de son PIB, il est en train de tomber de 2%, mais qui bouge pas. C'est formidable, le Japon, c'est magnifique, un pays qui s'effondre sur lui-même, lentement mais sûrement. Voilà, et puis sur le reste de la semaine, on a ce matin, donc juste avant l'ouverture, on a eu confirmation. Regardez, l'inflation française sur le mois de mai est passée de 0,5 à 0, prévu 0 et obtenu 0. On est tout près d'avoir repli des prix. Attention, quand on a 0, ça ne veut pas dire que les prix ont rebaissé au niveau qu'ils étaient avant, c'est qu'ils ne montent plus. Donc l'inflation s'arrête et on n'est pas en désinflation. Là, on est à 0. Ça veut dire qu'on est au bord de passer à la déflation. Et pour moi, on va y aller, j'en suis quasiment certain. Voilà. Allez, c'est fini pour cette partie-ci, une partie un peu classique de ce que je fais sur la partie macroéconomique, mais je voudrais faire un point sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, en ce moment, si vous regardez, on va regarder vite fait, on va aller voir un petit tableau. Les taux d'intérêt en Allemagne sont en train de s'effondrer pendant que ceux de la France et de l'Italie ne bougent pas. C'est ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, sur la séance d'aujourd'hui, sachant que c'est déjà un mouvement où il y a un écartement de spread de taux, spread c'est écart, donc écart de taux entre la France et l'Allemagne, et puis l'Italie suit la France, quoi. Donc on a l'Allemagne qui, en gros, a des taux qui s'effondrent, et la France a des taux qui restent hauts, qui sont même montés. En gros, il y a un écart qui se creuse. Qu'est-ce qui se passe, à vrai dire? L'argent est en train de quitter la France et l'Italie pour aller en Allemagne. Il est en train d'aller se cacher en Allemagne, avec des taux d'intérêt qui baissent, parce que l'Allemagne n'a pas besoin vraiment d'acheter de la dette. Donc du coup, moi je veux de la dette allemande. Bon ok, mais ce sera pas à 3, ce sera à 2,5. Ah bon ok, je prends quand même. Et puis non, ce sera pas à 2,5, ce sera à 2. Voilà, c'est comme ça que les taux d'intérêt baissent. Il y a une grosse demande sur le Bund allemand et qui quitte l'OAT français. Je vous le dis, il pétoche. Et pourtant, en Allemagne, ça a bougé aussi au niveau élection. Le marché a peur, le marché a très peur, et vous allez voir sur les graphes que c'est absolument général, surtout France-Italie, vous allez voir que c'est un peu partout quand même, mais le marché a peur et il vend à tour de bras. J'ai dit mes scénarios, on verra, mais on est peut-être en train de démarrer un crack. Peut-être pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on va voir, c'est que il est temps de surtout bien observer les choses. Même si notre portefeuille Dynamic Invest, il bouge pas, moi, mes élèves sont en grosse alerte. On est en train de passer entre les gouttes, mais on passera. S'il y a un vrai crack, on passera pas entre les gouttes tout le temps. Voilà pour cette partie-ci. Je vais vous faire voir ce qui se passe sur les taux d'intérêt, ça va être très intéressant. Alors, rien de mieux qu'une courbe pour vous le présenter. Donc, on a l'accélération ici, qui est suite aux élections européennes, avec le gap ici du 10, très clairement, avec une grande accélération. On monte à 3,32 pour les taux d'intérêt français, on descend à 3,17 et ça est en train de stagner. Bon, point barre, on garde que ça. Vous allez voir l'allemand juste à côté. Retenez bien 3,17. Ici, on a le démarrage de l'Allemagne avec une remontée qui est assez faible et après un effondrement de ça. Donc vous avez une courbe qui est totalement différente. Et à vrai dire, c'est l'écart entre les deux qui est en train de se creuser. Regardez, on est à moins 5,44 sur le taux d'intérêt 10 ans allemand au jour d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est plus ou moins à l'équilibre aujourd'hui sur la France. Résultat des courses, on est à 2,35, ce qui veut dire qu'on a approximativement, au moment où je vous parle, 0,8 points d'écart. C'est-à-dire qu'on est passé de 0,5 à 0,8 en quelques jours. Moi, je peux vous le dire, c'est catastrophique. Ça veut dire que l'argent s'en va de France et le gouvernement qui se mettra en place sera obligé de rassurer les marchés parce qu'on ne peut pas subir un écart de taux aussi important parce qu'on va vers la crise financière, très clairement. Et vous allez voir que ça a un impact immédiat et direct sur l'ensemble des marchés, sur les marchés actions qui sont les plus dangereux, évidemment, puisque c'est les marchés les plus sensibles. Et vous verrez que ça a des conséquences qui sont très claires sur le marché. Allez, c'est parti. Et on va pas faire comme d'habitude, on va faire autrement. On va regarder tous les indices que je peux vous faire voir sur mon logiciel ProRealTime. Et là, ça, c'est quoi? J'agrandis. Hop, ça, c'est la semaine qu'on vient de vivre sur les small françaises, le CAC Small. Voilà, si c'est pas clair, c'est des semaines et des semaines de gains qui viennent d'être perdus en une semaine, en 5 jours de séance. Regardez bien, c'est violent, c'est un crack court terme. On va voir ce qui se passe ici, il devrait y avoir un rebond, mais pour moi, ça peut retourner vers leur bas. En tout cas, je vous le dis, mois de juillet, il est ici, et ça peut faire brut,
Ici, voilà, je sais pas, on verra bien. On va aller voir les mid and small si c'est aussi catastrophique. Je vous dis, moins 4 à l'heure actuelle sur la séance de vendredi. Hein. Et bim, c'est pareil. Allez, on va aller voir le CAC 40. Et bim, alors ça c'est le CAC 40 GR, hein, avec les dividendes réinvestis. Donc on est revenu chercher, vous avez vu, boum, on ouvre là, on remonte ici, on touche sur la petite résistance, et paf, c'est parti vers le bas en catastrophe, moins 2,7 actuellement sur le CAC 40. Le CAC 40 tout court, non pas GR. Regardez bien, ça a été magnifique, on avait un support ici, tant que ça allait, ça le faisait. Ça ouvre en dessous, ça va chercher le support qui redevient résistance, et bam, ça repart en arrière. Impressionnant. Et il y a de la place. Hein. On va aller voir vite fait le CAC 40 en journalier, vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Et bim, il y avait un énorme gap ici à 7462. Alors ça faisait vachement loin ici, et on est en train de le boucher complètement. Il y en avait un là, tout a été bouché sans trop se poser de questions, et ça dévale. Moi je vous le dis, hein, c'est la première salve. Alors rebond, peut-être, hein, qu'on soit d'accord, peut-être ici maintenant, hein, peut-être que c'est le moment où ça va rebondir, et puis après ça va continuer. Donc retourner sur les 7000 voire 6008, c'est pas du tout choquant. Ce sera pas du tout choquant, qu'on soit très clair. Moi je vous le dis, hein, ça c'est un retournement de marché très important. C'est la société, c'est le sociétal qui a eu raison de ce marché bullish. Et vous avez vu, hein, le canal qu'on avait mis ici a été magnifiquement respecté. On est sorti, petit pullback, si on l'ajuste un tout petit peu, pam, voilà, exactement comme ça, vous l'ajustez un tout petit peu, pullback, et c'est parti pour la dévalade. Et moi je suis content, hein. Dynamic Invest, vous avez vu, hein, les chiffres sur Dynamic Invest, on n'est pas du tout en train de baisser, enfin un petit peu mais pas grand chose. Je vous donne la jambe de baisse actuelle pour l'instant, 9%, 9,20% pour le CAC 40, en ligne droite en quelques semaines, voilà, et c'est pas fini. J'agrandis pour vous apprécier les bougies rouges, ça c'est un crack. Enfin, c'est pas très puissant en quantité. Il n'y a pas de volume d'affaires. Ça, c'est aussi assez impressionnant. Donc, ça va se racheter. Ça va se racheter, mais quand, j'en sais rien, et ça peut aller très bas. Mais au mois de juillet, je rappelle qu'il y aura le résultat des élections. Allez, on va aller voir les Allemands, ce qui se passe. Et ben voilà, en journalier, ça y est, c'est en train de décrocher l'Allemagne. Ça, c'est les small allemandes. On va aller voir les mid allemandes, les intermédiaires. Bim, c'est pareil, ça décroche depuis 2 jours. Hein. Vous avez vu, ça met un peu de temps, mais ça s'y met vraiment. Notre DAX qu'on appréciait, regardez bien, il y avait cette oblique. Ah, ça a mis du temps, regardez bien. Ça a été touché, mardi, c'est remonté, mercredi, jeudi, blam. Et là, c'est fini, terminé. Merci, au revoir. On va au moins ici, un peu là. On verra bien ce qui se passe, mais voilà, c'est terminé. Les scénarios sont tous en train de se faire déglinguer. Et on va continuer, si vous voulez bien, on va aller voir l'AEX, le Belvin d'abord, le Belvin à la Belgique, pareil, c'est parti. Alors ça commence à décrocher un peu comme la France, allez c'est parti, ça baisse, mais moins fort la Belgique, hein, qu'on soit très clair. Et vous allez voir un truc très surprenant, c'est l'AEX néerlandais. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'AEX néerlandais, c'est la Hollande, et il se trouve que la Hollande, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la Hollande, c'est un pays qui est... ouais, je sais qu'il est d'extrême droite, mais je pense pas que ce soit le sujet. Je pense que c'est surtout un pays qui est très désendetté et qui n'a pas beaucoup de dettes et qui est donc très raisonnable et qui fait que voilà le marché. Et puis bon, après il y a la structuration de l'indice, c'est pas les mêmes valeurs. Mais regardez, hein, ça bouge pas, hein, ça l'effleure. Pas plus que ça. Donc et puis j'imagine que si j'allais voir les taux d'intérêt sur la dette néerlandaise, je pense qu'on aurait le même cas que l'Allemagne. Donc tout va bien pour les Néerlandais. Comme quoi c'est bien la santé d'un pays de manière globale qui fait actuellement le crack ou pas le crack. Allez, on va aller voir l'Italie vite fait. Bim, voilà. Allez hop, ça c'est fait. Le FTSE c'est pareil. Le MIB italien est en train de dégager. Bref, tout le monde s'en va. Allez, on va aller voir les Américains. Vous allez voir que c'est un peu moins le cas, mais mon scénario sur le Dow Jones est en train de se réaliser. Alors, quel était mon scénario sur le Dow Jones ? Le Dow Jones, tout simplement, je vous avais dit que ça devrait aller gigoter ici. Ça, c'était assez violent. Travailler là pour aller plus bas. C'est pas impossible qu'on le fasse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est en train de partir à la baisse aussi sur le Dow Jones américain, qui est pas vraiment corrélé à ce qui se passe en Europe, hein, qu'on soit très clair, ils s'en foutent. Et le dernier de tous, le Nasdaq qui, lui, c'est vacances, j'oublie tout, rien à faire du tout. Voilà, tout va très bien, madame la marquise, tout est beau, tout est rose, et ça devient du n'importe quoi, c'est Nvidia qui tient tout ça. Et si, il y a Apple aussi qui est parti très fort vers le haut, donc voilà, avec les deux valeurs, ça c'est pas du tout représentatif de l'activité américaine, parce que moi je peux vous le dire à côté, hein, nous avons le Russell 2000 qui est en train de plier, pas de céder mais de plier, voilà, et les petites valeurs américaines sont en train de baisser. Voilà, c'est un peu général. Il y a des pays qui s'en sortent un peu mieux, hein, c'est vraiment, il y a de l'arbitrage de fait. On est dans de l'arbitrage vraiment géographique, pas trop sectoriel. Pour l'instant, alors si sectoriellement, il y a, c'est assez rigolo parce que j'ai dit qu'il fallait shorter les banques dans une émission Pépitor il y a 2 semaines. Elles sont toutes en train de s'effondrer, et c'est pas à cause de ce que j'avais dit, mais j'avais le timing. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dévale de partout. Les bancaires sont très révélatrices et
Et d'ailleurs, les bancaires plutôt espagnols se tiennent bien, etc. Ce qui est vraiment révélateur que là, on a vraiment un stress par rapport à des régions économiques. Voilà, j'espère. Enfin, moi, j'ai trouvé cette partie-là personnellement. Hein, c'est mon avis. C'est la vidéo la plus passionnante que j'ai faite. J'espère que j'espère que j'ai fait adhérer plein de gens à ce caractère assez passion de ça, de comprendre comment ça se passe, de ce qui se passe sur les marchés par rapport à un moment assez grisant politiquement. Alors après, on n'a pas d'avis sur le politique, mais la réaction des marchés par rapport à ça, moi je trouve que c'est l'émission la plus passionnante. C'est comme ça que je communiquerai sur les réseaux avant de vous la présenter. Moi je prends un plaisir fou à comprendre, au-delà de juger, mais de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant. Ça me permet de mieux arbitrer sur les marchés, sur mes marchés, sur ce que je fais. Et c'est ce qui fait que depuis bien longtemps, je suis décorrélé des marchés. Et vous le voyez à travers le portefeuille Dynamic Invest. Je vous demande d'aller le revoir, allez voir ce qu'il fait par rapport aux indices. Ah, tout est dit, on vient de surperformer le CAC 40 de 10% en quelques jours. Enfin, c'est même plus que 10% parce que ça montait encore. 10-12% en quelques jours, c'est gigantesque. Voilà pour toute cette partie-ci. Je suis très heureux de l'avoir faite. Vraiment avec beaucoup de passion. J'espère que vous la ressentez. Et on va enchaîner après le disclaimer, puis après la biblio, on va enchaîner sur les valeurs à étudier que vous m'avez donné à étudier, et puis aussi sur la partie des pépites. Ce que je vous invite à faire quand même, c'est à vraiment regarder la biblio. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui vont regarder cette vidéo-là, parce que je sais que vous allez cliquer dessus, vous allez regarder. Donc les nouveaux de grâce, regardez la biblio, regardez comment elle fonctionne et trouvez les valeurs qui vous intéressent. C'est tout l'intérêt de cet outil que j'ai créé spécialement pour les gens, pour les nouveaux, pour qu'ils aillent voir si j'ai pas parlé d'une valeur ou d'une autre. Et puis si vous n'avez pas trouvé, que vous avez envie que j'en parle d'une, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que je vous la fasse dans la vidéo prochaine. Ce sera la numéro 50 de l'hebdo, un petit anniversaire assez sympa dans un moment boursier qui sera compliqué. Allez, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos et je vous retrouve après le disclaimer. C'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA, et puis je demande tout simplement le prénom pour commencer comme celle-ci, comme cette valeur. C'est Françoise qui m'a demandé la valeur Rexel, et on va aller voir ça tout de suite. Donc voici Rexel sur du mensuel, sur longue période, voilà, hein, donc un long range qui ensuite s'est avéré devenir avec un point bas historique au niveau du Covid. Et bien ensuite on a suivi un grand mouvement haussier long terme maintenant sur la société Rexel. On est quasiment au plus haut historique. On est en train de recorriger évidemment avec les événements qui se passent actuellement notamment en France et sur le CAC 40. Donc du coup voilà, on a tout simplement je dirais techniquement, c'est pas le moment, hein, qu'on soit très clair, hein, comme je dis souvent, et c'est en bas qu'il faudra s'intéresser au dossier. Voilà, c'est un beau couloir haussier, hein, qui est vraiment bien borné, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses à faire. Et voici hebdomadairement ce que l'on a. Donc effectivement, on a accéléré après une longue... ici, là, ça a bien accéléré ici, ça a été tapé la borne haute et c'est en train de se faire envoyer, et j'ai envie de vous dire que là, c'est pas joli. C'est pas joli, mais comme beaucoup de dossiers français en ce moment depuis quelques jours. L'idée qu'il faut retenir sur Excel, c'est que voilà, déjà aller toucher le 23 et pourquoi pas 21, c'est une chose, mais que ce soit à 26 ou à 21, je trouve le dossier cher, très cher. Alors est-ce que le dossier va rebondir ici? Réponse oui, ou ici réponse peut-être. Enfin, on verra bien. Mais Excel, voilà, moi je trouve que c'est pas tout à fait justifié d'avoir des chiffres, aussi moyen
et d'avoir une telle hausse du cours, si ce n'est de la revalorisation. Mais c'est pas un dossier qui m'intéresse en soi-même. Voilà, donc pour moi le gros effet sur ce dossier-là, je te le souhaite pas évidemment, hein, si t'es dedans, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que bon, voilà, je vois pas l'intérêt qu'il y a sur ce titre-là. Même si et on est dans le bâtiment, ça résiste bien, mais on va dire Excel, c'est pas que du bâtiment, c'est de l'industrie, hein, c'est beaucoup, c'est aussi la rénovation énergétique, c'est beaucoup de choses comme ça. Et bon, bref, sans intérêt particulier, mais c'est vrai qu'on est en haut. Alors il y a tout pour ne plus y être, hein, c'est cher. Enfin voilà, c'est mon avis. Et on est peut-être dans un futur range qui reviendrait ici, par exemple, et puis qui créerait une nouvelle forme graphique. Comme on a eu ici, regardez bien, ici, voilà. Alors si j'oublie juste un truc, on va regarder vite fait les dividendes. Il y a pas mal de dividendes sur le titre, voilà. Mais bon, c'est pas des amplitudes non plus extraordinaires. Regardez, le bas là c'est 6 en patrimonial, vous irez voir la vidéo sur les dividendes, et puis ça monte à 28. Ouais, sincèrement, pour moi il y a pas. Voilà. Donc je remets sans les dividendes pour l'analyse technique. Voilà, messieurs, dames. Merci Françoise pour ta question. Et on va aller voir tout de suite ce que Jérémy m'a demandé. C'est un dossier Exahome qui me demande pour, là on est dans le bâtiment encore une fois, qui me demande pour études. Alors Exahome, le voici sur longue période, hein, puisqu'on l'a depuis le début du siècle, sur 20-25 ans. Donc ça monte, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse. C'est des dossiers qui me paraissent assez infernales. Dossiers que je comprends pas. Alors oui, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Et ça peut rester pas cher longtemps. Et on est aussi dans le bâtiment, à la construction de maisons individuelles. Il y a effectivement d'autres dossiers qui existent, mon cher ami, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt sur ce titre-là, mais on va regarder quand même techniquement. Alors je te l'ai mis quand même ici, peut-être. Hein. Alors borne très haute, 65, borne très basse, 14. Bon, ok, très bien. Et une sorte de biseau, pas sûr, hein, parce que voilà, ça peut être ça, mais ça peut être celui-ci avec une oblique que tu tirerais ici. Je préfère mettre celui-ci parce qu'il est intéressant sur l'hebdomadaire. Vous allez voir ce que j'en pense, mais là encore, la réaction actuelle est assez claire sur le sujet. Et donc on a l'hebdomadaire, bon voilà. Bon, j'ai envie de te dire, tout est dit. Voilà pourquoi j'ai mis celle-ci au niveau mensuel, parce que quand tu regardes dans l'hebdo, elle est vraiment très claire ici, et elle a bien frotté. Je te le dis quand même, il y a aussi un autre niveau, il y a le niveau des 24, 23, 70 là qu'il va falloir passer ici. Je crois que j'agrandis. Ça fait beaucoup de monde qui génère un peu techniquement, et la sanction c'est tu sais très bien ce que je vais te dire, donc on va attendre. Je t'ai mis éventuellement cette petite oblique là qui pourrait faire office de petit rebond pour ensuite repartir à la baisse. En tout cas, bon, voilà. Sur la France, j'ai envie de vous dire que la messe est dite pour l'instant, et on est en surperformance quand même très importante par rapport aux autres marchés. Sous-performance qui s'explique, on le sait pourquoi. Alors ce qui est gênant sur Exahome, c'est qu'on est vraiment dépendant de pas mal de choses, et puis même si les analyses sont pas trop négatifs, hein, moi je trouve que Exahome c'est un dossier compliqué parce que bon là ils ont les chiffres vont baisser de 25% cette année, parce que je pense qu'ils ont vendu une filiale, donc ça n'a pas été spécialement mal accueilli par le marché. Mais bon voilà, la tendance est baissière, il y a rien, il y a pas de dynamique, personne n'y croit quoi. Donc c'est quand personne n'y croit qu'il faut acheter. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu sais, en bourse, c'est plutôt, c'est quand tout le monde y croit qu'il faut acheter à des moments opportuns. Voilà mon avis sur le sujet, en tout cas. Donc, voilà, Exahome, c'est un dossier que j'ai jamais apprécié, et sur la longue période, t'as remarqué que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc, un investisseur, ça n'a pas d'intérêt, c'est du trading, et qui peut se transformer en du bon trading qui monte vite, fort, voilà, faire du trend following, et puis quand la tendance est cassée, tu t'en vas. Mais en tout cas là, il n'y a pas de trend following du tout sur le dossier. Ça peut parfaitement retomber. C'est pas cher, mais ça peut aller encore plus bas. Donc je vais pas te dire qu'il faut y aller. Voilà pour Exahome. Je te remercie Jérémy. Décidément, mon pauvre Jérémy. Je vais pas te répéter à chaque fois la même chose. On va enchaîner avec Greg qui m'a parlé de Eramet. Eramet, un dossier bien compliqué. Lui aussi, on va aller voir ça tout de suite. On reste en France cette fois-ci. Hein. La semaine dernière, c'était très étranger. Maintenant, aujourd'hui, c'est très français. Vu la conjoncture, je vous laisse deviner que c'est pas l'heure, hein, en tout cas. Allez, on va regarder ça tout de suite. Et voici le graphe de Eramet sur très longue période. Et qu'est-ce qui se passe? On voit une exagération montée à 650 €. On est retombé à 100, attendez, excusez-moi, 20, 18. Voilà, hein, super. Vive le nickel, vive le manganèse, vive la Nouvelle-Calédonie, vive une valeur qui n'a pas d'intérêt long terme, même avec les dividendes.
il se passe rien de particulier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est du trading, pareil, un petit peu comme Hexahome, c'est la même chose. On est dans le cyclique, hein, et cycliquement, depuis quelques années, bah c'est la borne basse, c'est 18, la borne haute, c'est 165. On est retombé vers 18,20, on est reparti vers 165. Sauf que là, bon, il y a quand même une résistance, un support assez important autour des 65, 59, on va dire à peu près. Et il y a eu un rebond. Bon, bah écoute, on va aller voir en hebdomadaire, tu vas voir. Je pense qu'on est à l'heure de la correction. Voilà, donc il y avait une oblique ici qui me semble être celle-ci qui a été cassée, donc très intéressant. C'est parti vers le haut, ça arrive ici et techniquement c'est parfait à 114. Dire bon bah je me replie. La situation on la connaît un petit peu politiquement. Bon voilà, on va voir ce que ça se passe. C'est sur repli que tu peux t'y intéresser, mais ça reste très erratique. Eramet est erratique et donc dans les news aussi. Donc voilà, on est particulièrement dans les mines, dans des mines. Enfin, on est dans le minier. Je suis pas fan du minier, je l'ai déjà dit, je le répète, je dis toujours la même chose. Et je comprends pas. Et ça dépend. J'ai découvert une nouveau filon, boum, ça monte. Il y a un autre épuisé, boum, ça retombe. Enfin voilà. C'est structurellement des dossiers que j'apprécie pas, moi, en tout cas moi. Donc bah voilà, tu t'en fais ce que tu veux, mais techniquement voilà, on est sous une borne avec une bougie pas très propre. J'enregistre jeudi soir, donc c'est la semaine n'est pas terminée, il y a encore vendredi, mais bon voilà, je vois pas pourquoi ça remonte très très fort demain. Ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, quand tu veux, je suis pas plus fan que ça sur ces dossiers-là. Ça m'arrive de trader Eramet, je peux te dire où est-ce que je l'ai tradé ici de mémoire, ouais c'est ça, vers 25. Voilà, tu vois, je me suis bien amusé, mais en sachant pertinemment que j'allais lâcher le dossier à un moment donné, et je l'ai lâché et j'ai bien fait. Voilà. Après, moi, ça m'intéresse pas. C'est plutôt tout en bas que ça m'intéressera. C'est quand tout le monde criera à la fin du monde. Si je vois pas de problématique particulière, j'y retournerai. Mais bon, voilà, tu regardes les cours du nickel et du manganèse, tu auras déjà beaucoup d'informations sur le caractère intéressant. Allez, on va aller se promener un petit peu au Portugal avec Gilles qui m'a demandé la valeur Sonae et qui est extrêmement positive puisqu'il me la préconise. C'est très gentil de ta part, on va vite voir ce que je vais t'en dire. Alors Sonae, c'est donc c'est côté à Lisbonne. Et je suis très fier de son pays, Gilles, apparemment. Mais j'ai trouvé une super valeur pour toi. En gros, c'est ça que tu m'as dit. Bon, bah écoute, moi, je suis désolé, mon petit Gilles, mais c'est très bien que tu me fasses des recherches pour moi, mais ça va, je suis autonome. Il y a pas de problème sur le sujet. Pose-toi plutôt la question pour toi, et si tu trouves que cette valeur est super intéressante, sache que tous les défauts du monde sont réunis dans cette valeur en ce qui me concerne dans ma stratégie. Donc je t'invite à ne pas anticiper ce que je pourrais penser d'une valeur. Et je t'invite surtout à te former, comme ça tu comprendras ce que je te dis. Mes élèves te diraient ouais il a raison, c'est absolument l'inverse de ce que je veux, quoi. Donc mais en tout cas merci, c'est bien sympathique. Sonae, voilà, tout est dit sur longue période, on est sur le début du siècle, sur 25 années. Ça monte, ça baisse, et il y a juste un intérêt un peu plus, c'est les dividendes. Clac, voilà, ça change complètement le graphe. Pour ceux qui savent pas, vous allez voir la vidéo sur les dividendes, vous comprendrez tout. Je remets sans les dividendes, voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que faut acheter les points bas. Ils sont ici. Tu as l'oblique ici en vert qui est là. On en est très éloigné. C'est 55 centimes. On est à 99. Ça veut dire divisé par 2. Ça, c'est la première chose. Tu peux avoir un premier intérêt vers 0,6, mais voilà, dossier ne monte jamais. Il monte jamais parce que il m'intéresse pas fondamentalement. Il m'intéresse en aucun cas. Et sur l'hebdomadaire, on va se confirmer ça. Alors, t'as un biseau là quand même. Je te fais voir. T'as un biseau ici là avec le haut, le bas. Voilà, t'es pas sorti de ça, tu sais pas du tout où tu vas, si ce n'est du technique. Et en hebdomadaire, c'est un peu foutoir. J'ai un peu de mal à analyser le graphe, donc je t'ai fait ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Il y a des supports, je dirais horizontaux. Il y en a un notamment sur les 0,78. Hop, j'agrandis celui-ci. Il y a une oblique ici qui me paraît très intéressante. Donc c'est un biseau dans le biseau. Voilà, je déteste ça, moi. Ici, là, tu vois, il y a des points de contact hebdomadaires, donc on est en train de dévaler là aussi, donc on touche pas à ça tant que ça dévale. Et puis, je pense que c'est en train de respecter celui-ci. Donc voilà, si ça accélère au-dessus, ça ira chercher l'autre biseau un peu plus haut. Si ça accélère en dessous, ça ira chercher en dessous. Voilà, j'ai envie de te dire, j'ai aucun intérêt pour ce dossier-là. Désolé. Voilà, je suis désolé pour toi, Gilles. Essaye encore, mais ne cherchez pas à me faire plaisir ou quoi que ce soit. Vous avez des envies, vous avez des valeurs. Essayez de
essayer de les proposer et puis de voir ce que j'en pense, même si c'est très souvent que je suis pas très positif, parce qu'à vrai dire, je suis très très exigeant. Et il y a très peu de dossiers, notamment sur le Portugal et sur la France, parce que c'est les 2 pays du jour. Quasiment rien ne m'intéresse, surtout en ce moment. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je sais pas, tirer donc les conclusions de ce que je vous dis par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez proposées. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec les pépites. Les pépites à trader de Ricardo, puisqu'il y a eu du bon et du moins bon, évidemment. Dans ce moment de bourse, on peut pas toujours être très positif, mais vous allez voir qu'on tire quelques enseignements de tout cela. Allez, c'est parti. Et voici la courbe globale de notre indice des pépites depuis 1 mois et demi à peu près. Donc on avait une partie où, vous voyez, on latéralisait, ça ne bougeait pas. Et évidemment, lundi, ça a commencé à baisser. Alors très légèrement, à vrai dire, ça réagit vraiment que mardi, mercredi, jeudi. Et donc oui, j'enregistre jeudi soir, hein, j'ai pas la journée de vendredi. Bon, je pense pas que ça va remonter très très fort. Je pense qu'on est parti pour une correction de marché assez intéressante, dans le sens où c'est un événement franco-français qui s'est passé et qui, par contre, influence toute l'Europe. Donc c'est comme ça que vous pouvez interpréter les choses et vous pouvez déjà savoir ce qui va se passer sur le moment de l'élection, s'il se passe le scénario le moins drôle qui soit. Donc voilà, hein, on sera au mois de juillet. Donc j'ai envie de vous dire, on sait déjà où ça va aller dans le futur, l'indice, et c'est donc un indicateur, un très bon indicateur pour notre environnement, qui fait que, voilà, je dirais que pas grand chose à attendre, je dirais, dans les prochains jours sur les pépites. Allez, on enchaîne avec les valeurs pour voir un petit peu celles qui ont tenu et celles qui ne l'ont pas tenu. Vous allez voir que il y a quand même des dossiers qui semblent ne pas considérer cet événement comme important. Voilà, donc voici les valeurs. Hein. Bon, celle qui a dévalé complètement dans la semaine. Alors j'enregistre jeudi, hein, je rappelle, jeudi soir après clôture. Donc Fountain Pajot moins 17%, LS moins 12% et Northern Data moins 9%. Alors Northern Data c'est plus parce que le Bitcoin a baissé. Et puis on a quand même une salle de valeur à moins 6, moins 5, hein, c'est quand même pas négligeable sur des valeurs, voilà, on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Évidemment que ça a tiré le portefeuille vers le bas, c'est ces valeurs-là qui ont tiré vers le bas, les autres qui ont pas mal de valeurs ont finalement pas bougé. Ça c'est assez intéressant de voir ça. Surtout, alors exceptionnel, Essilor Luxottica, qui ne bouge pas, malgré la dévalade des valeurs françaises, Essilor ne bouge pas, mais à vrai dire c'est une société qui est quand même très concernée par l'international. Voilà, alors, comme toutes les autres valeurs du CAC 40, mais bon, voilà, celle-ci, elle a l'air de vouloir vraiment tenir beaucoup plus que la moyenne. Eh bien, on en est content puisque c'est tout simplement une des pépites de l'indice pépites, c'est une valeur du CAC 40. Et puis, on a les gagnants de la semaine, c'est MIPS qui continuent à monter, hein, les casques de vélo qui repartent vers le haut, et puis une autre valeur un peu sur laquelle j'avais encore un petit doute parce que c'était une IPO, une introduction en bourse, mais voilà, Puig Brand, elle est en train de partir vers le haut. On s'est pas trompé sur ce dossier-là, et là je suis en train de me dire qu'on est peut-être parti vers une belle aventure boursière concernant ce dossier Puig Brands qui est barcelonais à vrai dire, mais bon, qui est coté à Madrid et qui me paraît très intéressant. Et puis on voit aussi que Novo Nordisk, la plus grosse capitalisation boursière européenne, elle ne bouge pas non plus à l'heure où j'enregistre. Je rappelle que je suis au moment de jeudi soir après la clôture et où les marchés ont bien dévalé. On l'a vu dans les indices. Donc voilà pour les pépites, et puis on va voir pour le plan de trading. Le plan de trading, écoutez, il a un taux de réussite très important. Et pour qu'on ait un taux de réussite très important, vous savez ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut s'abstenir quand on sent que le marché, il est pas avec nous. Et là, le marché, il est pas avec nous, donc on va s'abstenir sur le plan de trading. On va attendre que le soufflet retombe, on va attendre de voir ce qui se passe sur des supports qui se mettront en place, qui seront évidents, où nos yeux verront que c'est des supports, et on verra s'il y a des choses à faire à ce moment-là, mais pour l'instant, il est urgent de ne rien faire. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces, à mettre des commentaires, et si c'est pas encore le cas, de vous abonner et de mettre la cloche afin d'avoir les notifications des vidéos suivantes. Vous avez aussi ici des vidéos qui vous permettront de continuer à vous éduquer. C'est tout un programme d'éducation que je suis en train de mettre en place et qui évolue à chaque fois. Vous pouvez tout simplement aller dessus et vous verrez un ensemble de vidéos sur le sujet de l'éducatif en bourse. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de mieux me connaître, de savoir qui je suis, d'où je viens et ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao ciao.